bienvenue donc pour cette table ronde qui va être consacrée donc au cancer du cerveau, des raisons d'espérer, point d'interrogation, et nous allons voir avec les invités d'Anne Jean-Blanc qu'il y en a. Le glioblastome est aujourd'hui donc la plus fréquente et la plus agressive des tumeurs cérébrales. Elle est responsable de 3500 décès chaque année malheureusement dans notre pays. Son traitement donc repose sur la chirurgie et sur la radiothérapie, mais les rechutes sont encore trop fréquentes. Les chercheurs donc sont pleinement mobilisés et nous allons voir donc avec nos invités qu'il existe effectivement des raisons d'espérer. Nous sommes particulièrement heureux donc d'accueillir le docteur Denis Fontaine, Maximilien Vermandel et pour animer l'échange, Anne Jean-Blanc, responsable éditoriale de Neuroplanète. Anne, c'est à vous. Merci beaucoup. On vous applaudit effectivement. Merci beaucoup. Alors effectivement, ce cancer fait peur, il fait peur à juste titre. Et donc on a la chance d'avoir Denis Fontaine qui est neurochirurgien au CHU de Nice et Maximilien Vermandel qui est président cofondateur de la start-up française Émerion. Alors avant qu'on parle avec vous, Maximilien, de recherche et d'espoir, il faut malheureusement faire un état des lieux qui est parfois un petit peu difficile. Donc Denis Fontaine, cette maladie, vous nous la présentez, ces différentes formes, comment on la dépiste, enfin un petit peu tout ce qu'on peut savoir aujourd'hui sur cette forme de cancer du cerveau. Merci Anne. Donc oui, effectivement, on va parler des glioblastomes qui sont la plus fréquente des tumeurs cérébrales primitives, c'est-à-dire qui naissent dans le cerveau, pour les différencier des métastases. On peut peut-être envoyer les diapos si on veut avoir quelques illustrations de ce que c'est. Ah, c'est moi qui les lance. C'est vous qui avez, oui. C'est moi qui les lance. Donc voilà, vous avez une petite vue des différents types de tumeurs qu'on peut rencontrer dans le cerveau. Les plus fréquentes, ce sont les métastases qui viennent d'autres cancers ailleurs dans le corps. Elles naissent ailleurs. Elles ne sont pas sur l'écran, les slides, s'il vous plaît. On y trouve aussi des tumeurs bénignes, comme les méningiomes, et puis on y trouve des tumeurs agressives qui naissent dans le cerveau, ce sont les gliomes, et le plus agressif de ces gliomes, c'est le glioblastome. Le glioblastome, les symptômes qui vont être révélateurs, les signes de manifestation, ça peut être soit des crises d'épilepsie, une crise d'épilepsie qui survient chez quelqu'un qui n'a jamais fait de crise d'épilepsie auparavant, ou des symptômes qui sont liés au fait qu'il y a une hyperpression à l'intérieur du crâne du fait de la présence d'une tumeur volumineuse qui va pousser sur le cerveau, et ça peut se manifester par des céphalées tenaces. Alors attention, céphalée, c'est un symptôme pas du tout spécifique des tumeurs cérébrales, on peut en voir dans tout un tas de choses, mais ça va être des céphalées qui vont perdurer jour après jour, qui vont tendance à s'aggraver et qui vont s'accompagner de nausées, de vomissements et puis de troubles de la conscience si on n'y fait rien. Et l'autre type de symptômes, ce sont des déficits neurologiques qui sont liés au fait que le cerveau envahi par la tumeur ne va plus fonctionner correctement et il va y avoir donc une paralysie qui va s'installer de manière progressive ou des troubles du langage ou des troubles des fonctions intellectuelles, des fonctions cognitives, voire une confusion mentale. Et puis parfois on découvre ces tumeurs de manière fortuite parce qu'on fait une IRM pour toute autre chose et qu'on a la mauvaise surprise de découvrir une tumeur. C'est assez fréquent aujourd'hui, on fait des IRM cérébrales pour beaucoup de choses. Vous dites une mauvaise surprise, à la limite c'est presque une bonne surprise parce que c'est découvert très tôt, si on essaie de voir dans l'autre sens. Alors oui, c'est une chance parce qu'on va prendre en charge cette tumeur de manière précoce, mais d'un autre côté c'est une mauvaise surprise parce que généralement les gens ne s'y attendent pas et ça a des conséquences importantes dans leur biographie. Donc les gliomes, c'est ce que vous voyez à l'écran et je crois que cette image est très importante pour comprendre ce que c'est qu'un gliome. C'est une tumeur qui est infiltrante. Donc sur cette image d'en haut à droite, on voit tous les petits points qui sont des cellules tumorales et on voit qu'il n'y a pas une tumeur bien différenciée, bien délimitée par rapport au cerveau, mais qu'en fait, ce type de tumeur, les glioblastomes, ont besoin du cerveau comme d'un tuteur pour se développer et vont infiltrer du cerveau. Et on va voir au centre de la tumeur une zone où les cellules tumorales sont très denses et très nombreuses. Et c'est la zone la plus agressive, mais il y a un gradient. Et au fur et à mesure qu'on s'éloigne de ce centre, on va trouver des cellules qui infiltrent du cerveau, qui fonctionnent et qui servent à penser, à bouger, à parler, etc. Et tout le problème est là, c'est que ce que l'on voit sur l'IRM ne correspond pas à l'entièreté de la tumeur, mais à une partie seulement, c'est-à-dire la partie la plus dense. Pour les gliomes, on a plusieurs grades d'agressivité ou de malignité.
Les gliomes de grade 1 sont souvent des tumeurs de l'enfant bien délimitées qui évoluent très lentement ou quasiment pas. Les gliomes de grade 2 sont des tumeurs qui vont évoluer pendant des années de manière très très progressive, souvent de manière peu ou asymptomatique, et qui vont au bout d'un certain nombre d'années d'évolution se transformer en quelque chose de plus agressif. On va parler de gliomes de grade 3, et enfin encore plus agressif de grade 4, c'est le glioblastome, c'est le plus agressif. Mais la plupart des glioblastomes vont en fait naître ou apparaître d'emblée de manière agressive sans passer par les grades précédents et on va être d'emblée extrêmement rapide d'évolution, extrêmement agressif, extrêmement diffus, extrêmement infiltrant. Donc en pratique, c'est à peu près 3500 à 5000 nouveaux cas par an en France. Ça dépend un peu de la manière dont on a de compter. Il n'y a pas de facteur favorisant connu, c'est une maladie qui est totalement injuste, hein, elle touche n'importe qui, il n'y a pas de facteur favorisant lié au tabac, à l'alcool, aux habitudes de vie, donc ça tombe sur quelqu'un et c'est pas de chance, donc on n'a pas de facteur favorisant connu. On n'a aucune idée, aucune piste. Alors il y a des pistes sur les pesticides, il y a des pistes sur l'industrie des hydrocarbures, mais enfin c'est pas la majorité des gens qui travaillent dans l'industrie des hydrocarbures, donc il y a peut-être des facteurs favorisants, mais aujourd'hui on les connaît pas. Familiaux ? Familiaux, pas forcément. Certaines pathologies familiales ou certains gènes prédisposent à la survenue de cancers multiples, y compris des tumeurs cérébrale, mais là encore, c'est pas du tout la situation la plus fréquente. La situation la plus fréquente, c'est que ça survient chez quelqu'un en particulier, sans antécédent, et c'est pas parce qu'on a un glioblastome que dans sa famille, forcément, ses enfants vont avoir ce type de tumeur. L'âge moyen de découverte des glioblastomes, c'est à peu près 70 ans. Et c'est un pronostic qui est redoutable, c'est une maladie effroyable, puisque, comme vous pouvez voir, la survie à 5 ans, c'est 7% des patients seulement qui survivent au-delà de 5 ans. Donc c'est une maladie mortelle le plus souvent. Pour autant, il y a certains patients qui survivent longtemps. Moi, j'ai des patients qui sont à 8 ans de leur première chirurgie, qui ont une tumeur qui n'évolue pas. Et je ne sais pas pourquoi. Ils sont comme les autres, ils ont été traités de la même manière que les autres. Ils n'ont pas de particularité dans la tumeur, mais ils survivent plus longtemps. Donc il y a quelques cas comme ça, donc il ne faut pas perdre espoir. Et il y a très peu de données, très peu de progrès dans la prise en charge de ces tumeurs depuis 25 ans, comme vous allez le voir. Donc comme beaucoup de cancers, la prise en charge thérapeutique va associer la chirurgie, la chimiothérapie et la radiothérapie, et on fait le plus souvent les trois. Le premier, c'est la chirurgie. On ne peut pas toujours faire une chirurgie d'exérèse, c'est-à-dire retirer la tumeur. Et pourtant, c'est un geste qui est extrêmement utile. Ça va permettre de diminuer la pression que crée la tumeur sur le cerveau. Ça va permettre souvent d'améliorer des déficits neurologiques s'ils sont liés à la compression. Ça va permettre de faire le diagnostic aussi de la tumeur. Et puis, ça enlève le plus possible de cette tumeur. Plus on va en enlever, meilleur va être le pronostic. Mais là aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont des tumeurs infiltrantes. Et à un moment donné, il va falloir trouver un compromis entre retirer trop de tumeurs et retirer du cerveau qui fonctionne et qui est nécessaire ou utile à la personne qu'on est en train d'opérer, avec le risque de créer un déficit neurologique. Et l'autre côté, c'est de ne pas retirer assez de tumeurs et donc laisser un gros morceau qui va évoluer et qui va pas, et le geste chirurgical ne va pas avoir beaucoup d'intérêt sur l'évolution ultérieure de la maladie. Donc toute la difficulté, c'est de trouver ce compromis. Alors on a des techniques pour améliorer cette chirurgie, notamment en essayant d'identifier les régions importantes à conserver au cours de l'intervention par la stimulation électrique du cerveau. On a des outils comme l'injection de molécules qui vont être fluorescentes, qui vont être captées par les cellules tumorales, qu'on va allumer avec une certaine longueur d'onde et qui vont apparaître au cours de l'intervention comme en violet. C'est l'image que vous voyez en bas, qui va nous permettre de repérer des cellules tumorales qu'on ne voit pas à l'œil nu. Et donc, on va être un peu plus efficace. Mais là, le danger, c'est d'aller trop loin, encore une fois, parce qu'on va trouver des cellules tumorales dans du cerveau qui fonctionnent. Et puis, la chirurgie, ça permet parfois aussi de faire de la chimiothérapie dans la cavité opératoire, là où était la tumeur qu'on vient de retirer, que ce soit de la chimiothérapie ou d'autres traitements, comme on va le voir plus tard avec la solution d'Emerion.
Je vais vous passer un petit film qui va vous montrer cette chirurgie. Moi, je vous mets en garde tout de suite parce que, âme sensible, vous avez le droit de fermer les yeux. Il y a des moments, c'est de la neurochirurgie, donc voilà, ça peut être un petit peu brutal pour certains qui ont pas l'habitude, surtout sur grand écran. Donc cette chirurgie que je vais vous montrer dans ce petit film consiste à réveiller le patient en cours d'intervention de manière à stimuler le cerveau électriquement, repérer par des tests lors de la stimulation des fonctions essentielles que l'on veut conserver chez ce patient ou cette patiente, et ne retirer que la tumeur qui est dans des zones moins utiles ou qui ont déjà été tellement envahies par la tumeur qu'elles ne sont plus fonctionnelles. Donc ça demande de la préparation vis-à-vis des patients qu'on va réveiller en cours de l'intervention pour faire ces tests. Ça demande aussi des artifices techniques que je vais vous montrer. Ça n'est pas indiqué chez tous les patients. On ne peut pas le faire chez tous les patients. Il faut que la personne soit capable de supporter ce type d'intervention. Alors, il n'y a pas de douleur, hein, je vous rassure, il n'y a pas de douleur. Mais ça permet d'optimiser le geste en étant sûr de retirer le maximum de tumeurs possible sans, entre guillemets, abîmer ou entraîner des lésions chez nos patients. On lance la diapo, le film. Le film, oui. Donc ça, c'est l'aspect d'une tumeur cérébrale frontale, du côté gauche, à proximité des zones impliquées dans le langage. Vous voyez que le patient est opéré endormi sur le côté. Il y a 3 phases. Il y a l'ouverture que l'on va faire pendant que le patient dort, parce que sinon c'est douloureux. Et puis il y a cette phase où on va le réveiller pour tester d'abord les zones importantes du cerveau, d'abord en superficie. On ne voit pas la tumeur souvent parce qu'elle est infiltrante et on a du mal à la distinguer du cerveau normal. Et une fois qu'il est réveillé, on va lui montrer ces images. On stimule en même temps. Quand le patient fait des erreurs qui se trompent en lui disant c'est pas un papillon, c'est une abeille, ça va nous permettre de dire que cette zone qu'on vient de stimuler est importante. On a cette cartographie avec ces petites étiquettes qui sont placées, et une fois qu'on sait où on peut enlever la tumeur et quelles sont les zones que l'on doit garder, on va enlever la tumeur pendant que le patient est réveillé, qui continue ses tests, comme vous l'avez vu avec l'aide de l'orthophoniste. Les tumeurs cérébrales de ce type, c'est une consistance assez gélatineuse, elles infiltrent le cerveau, donc c'est pas une boule dure qu'on peut retirer, il faut la retirer par aspiration, et ça laisse ce genre de trou à l'intérieur du cerveau. À la fin, c'est une cavité opératoire qui ne va pas se refermer et qui va rester comme ça sous forme de trou ultérieurement, sans poser de problème particulier dans la suite du devenir des personnes qui ont été opérées. Donc ça, c'était la chirurgie. Et l'autre arme qu'on a, c'est l'association de la radiothérapie et de la chimiothérapie. Alors c'est une chimiothérapie qui n'est pas parmi les plus agressives qu'on puisse faire. C'est une chimiothérapie par la bouche, en comprimé, associée à de la radiothérapie pendant 6 semaines, avec la conjonction des deux, puis une chimiothérapie qui va être maintenue pendant des mois et des mois, tant que le patient le supporte ou on a besoin. Ce régime de chimio et radiothérapie, c'est le même depuis 2005. Et où que vous alliez dans le monde avec un glioblastome, on vous traitera toujours de la même façon parce que c'est le standard aujourd'hui mondial de traitement. Et comme vous pouvez le voir, il n'a pas changé depuis 20 ans. Il n'a pas changé depuis 20 ans parce qu'on n'a pas trouvé mieux depuis, malgré tous nos efforts pour trouver d'autres solutions, d'autres approches, d'autres stratégies thérapeutiques. Et je pense que ça va faire le lien avec la suite. Ça va absolument faire le lien avec la suite. Merci beaucoup, Denis. Donc, Maximilien, vous avez donc créé une start-up. Vous proposez une solution complémentaire, innovante. Vous voulez qu'on en dire quelques mots ou on commence par regarder votre... Non, je pense que d'abord, merci parce que c'est un état des lieux qui est très pertinent et qui permet justement, à juste titre, d'introduire les nouvelles technologies qui nous permettront, on l'espère, d'améliorer la prise en charge des patients. Aujourd'hui, on peut déjà parler un peu du panorama qui existe et on pourra effectivement parler de la solution d'Emerion. Mais comme ça a été précisé, on a 3 temps dans la prise en charge. La chirurgie qui est très corrélée justement à la survie des patients, à la qualité de vie, et après ce qu'on appelle les traitements adjuvants. Donc aujourd'hui, il faut, dans un cadre de recherche, d'innovation,
justement s'intéresser à ces différents états, ces différents stages de la prise en charge, et donc on voit apparaître dernières innovations sur ces sujets. Et les problématiques, c'est effectivement de confirmer au travers des essais cliniques la pertinence, l'efficacité de ces traitements. Donc, par exemple, pas plus tard qu'hier, un nouvel article dans le New England Journal of Medicine a sorti un papier sur ce qu'on appelle les CAR T-cells. Donc c'est une nouvelle approche qui pourrait être adjuvante, très complexe à mettre en œuvre, mais qui néanmoins a montré la capacité à réduire la tumeur non opérable sur les récidives. Et aujourd'hui, c'est un espoir, mais voilà, on sait aussi que le contrôle de cette tumeur n'est pas permanent. Donc voilà, c'est des éléments comme ça qui vont venir jalonner la recherche. Et c'est pour ça que c'est important de multiplier les axes de recherche, les voies et les innovations, parce qu'il n'y a pas un traitement universel qui va traiter le glioblastome, c'est pas vrai. Il va falloir s'attaquer aux différentes étapes. Et donc c'est en ça que nous, Emerion, on adresse justement la première partie qui est la partie chirurgicale. On peut peut-être voir la vidéo ? Ah, on peut, oui, puis on va commenter. Et on en parle. Donc sur le principe... Elle est derrière vous, mais je pense qu'elle va être sur les écrans aussi. Ah d'accord, je ne la voyais pas. Donc sur le principe, le patient reçoit un médicament quelques heures avant l'intervention, et ce médicament a la faculté de se fixer sélectivement sur les cellules du glioblastome. Donc comme l'a très bien expliqué le professeur Fontaine, on voit qu'à la fin de la chirurgie, il restera des cellules éparses disséminées autour de la cavité opératoire et qui seront le siège de la récidive. Et on sait que cette récidive, elle va intervenir dans 85% des cas dans le premier centimètre autour de la cavité opératoire. Donc un des enjeux immédiat et de pouvoir contrôler localement ces cellules résiduelles et donc de pouvoir les détruire. Donc on attaque ce problème avec cette solution-là. Aujourd'hui, ce médicament se fixe sur les cellules tumorales et il est photosensible, ce qu'on appelle photosensible. Donc c'est juste un médicament marqueur, c'est pas un médicament thérapeutique, si je puis me permettre le Alors, mot. il est marqueur et thérapeutique. Il est marqueur initialement et il devient thérapeutique lorsqu'il est activé par la lumière. Et donc, c'est le deuxième processus qu'on a mis en place au bloc opératoire. C'est un système. Donc, je ne sais pas si on pourrait revoir la vidéo pour revoir les illustrations. Oui, on peut remettre la vidéo une deuxième fois, s'il vous plaît. Ça peut accompagner mon propos. Mais voilà, une fois l'intervention qui arrive à son échéance, on va positionner un diffuseur de lumière spécifique qui a été développé pour cette indication et qui va justement activer le médicament. Donc, c'est un médicament qui réagit à un régime lumineux bien particulier, une longueur d'onde de lumière. Et donc, on a en même temps un dispositif d'illumination de la cavité opératoire qui va activer. Et donc, on espère ainsi limiter la récidive dans la cavité opératoire. Et quand vous dites activer, ça veut dire que les cellules, elles explosent. Il se passe quoi sur les cellules qui ont été justement repérées par ce médicament ? Alors, je ne suis peut-être pas le mieux placé, mais sur les grands principes, les cellules sont vouées à se diviser. Et une des solutions, c'est de les modifier en quelque sorte, d'avoir un effet photochimique qui fait qu'au moment de la division, elle va mourir, cette cellule. Et donc, c'est un peu le principe qu'on essaye de mettre en place. Ça s'appelle l'apoptose. Et donc, c'est le principe qu'on observe. Et voilà. C'est une arme en plusieurs temps. C'est ça. Alors, c'est expérimenté déjà. Vous en êtes où du développement ? Est-ce que, Denis, vous avez déjà testé ce type de solution ? Alors non, on n'a pas testé à Nice ce genre de solution parce que ça a été pour l'instant mis au point à Lille. Et puis c'est aujourd'hui en test aux États-Unis. On est très impatient de l'essayer parce que cette solution nous paraît extrêmement élégante, assez intelligente dans son principe. Il y a peu de toxicité et en pratique, donc c'est quelque chose qu'on va placer dans la cavité opératoire à la fin de l'intervention. Une fois qu'on a enlevé la tumeur, on va illuminer en ayant injecté au patient avant ce produit qui va se fixer sur les cellules et on ne va détruire que les cellules tumorales. Et on va épargner le cerveau normal qui est autour, celui qu'on ne peut pas atteindre par la chirurgie. Donc c'est vraiment une solution qui nous paraît élégante. Ça rallonge le temps opératoire de 30 minutes, mais le patient dort et nous, on va jouer aux cartes, on va trouver une activité. Dites pas ça. Mais non, c'est quelque chose qui est vraiment pertinent.
Alors il y a d'autres pistes de recherche, mais celle-là paraît quand même pleine de Juste une dernière question sur cette piste-là, parce que vous dites que les cellules, une fois que vous avez enlevé le maximum possible, sont très disséminées. Donc comment vous faites pour aller chercher des petites cellules partout? Et non, on ne peut pas justement. Et c'est ça justement l'idée de la solution d'Emerion, c'est qu'on injecte ce produit avant la chirurgie, il va être capté par les cellules tumorales et que par les cellules tumorales, même celles qu'on ne peut pas atteindre. Et la lumière, elle, va diffuser. Et là où on peut, nous, pas aller chirurgicalement, parce que sinon on va endommager du cerveau. Donc c'est ça, c'est toute la difficulté du glioblastome, c'est qu'on ne peut pas atteindre toutes les cellules tumorales. Alors on essaye de les atteindre par la radiothérapie. La radiothérapie, on a cette action-là à distance, mais il en reste toujours et ça récidive. C'est là le problème. Maximilien ? Oui, absolument. Et aussi, la stratégie qui était la nôtre, c'était d'intervenir très tôt dans le parcours de soins du patient. Donc aujourd'hui, le premier en ligne face au patient, lorsque il y a la découverte fortuite d'un glioblastome, c'est le neurochirurgien. Aujourd'hui, il a son microscope, éventuellement la fluorescence, pour améliorer la chirurgie. Et les autres traitements arrivent 6 à 8 semaines après. C'est une tumeur qui double de taille tous les mois. Donc il est évident qu'il faut intervenir très vite dans le parcours de soins, et c'est pour ça qu'on s'est positionné dès la chirurgie inaugurale. Donc ça, c'est le facteur aussi qui est important dans la prise en charge, c'est la rapidité d'exécution d'un traitement. Donc voilà, c'est aussi la raison d'être de cette solution simple qui va s'utiliser au bloc opératoire. Alors vous dites, Denis, qu'une fois que vous avez enlevé cette tumeur, il y a une cavité. Est-ce que vous avez différentes solutions de substances qu'on peut mettre dans cette cavité, justement, qui pourraient, elles aussi, aller chercher les cellules résiduelles ? Tout à fait. Il y a eu plusieurs essais qui utilisent ce principe qu'on est au niveau de la cavité opératoire, qu'on doit s'arrêter à un moment donné, mais qu'il reste de la tumeur derrière et qu'il faut essayer d'atteindre ces zones-là, parce que c'est là où il y a le plus de cellules tumorales résiduelles. Donc il y a eu des essais de chimiothérapie in situ. Il y a un médicament qui est aujourd'hui utilisé en routine. Le problème de ces chimiothérapies in situ, c'est qu'elles ne pénètrent pas très très loin non plus. Et c'est de la chimiothérapie, donc ça nuit aux cellules aussi qui vont être responsables de la cicatrisation cutanée et des tissus. Donc on a parfois quelques soucis de cicatrisation, ce qui est un problème chez ces patients, parce que quand on a un problème de cicatrisation, d'infection qui en découle, ça va retarder la chimioradiothérapie ultérieurement. Donc il y a des chirurgiens qui y croient beaucoup, il y a des chirurgiens qui y croient beaucoup moins. Il y a d'autres techniques qui ont été utilisées ou proposées. Il y a des applications de froid, de cryothérapie localement. Il y a eu de la radiothérapie interne au moment de cette chirurgie aussi. La radiothérapie fractionnée, c'est celle-là que vous utilisez ? Alors la radiothérapie fractionnée, ça c'est plutôt la manière dont on fait la radiothérapie après Mais la chirurgie. En opératoire, on peut faire de la radiothérapie ? Oui, avec des substances radioactives qu'on met dans la cavité opératoire. Alors c'est un peu compliqué à utiliser parce qu'il y a des normes de sécurité à respecter. Toutes ces solutions, il faut les envisager, il faut les tester, et puis après il faut les confronter aux résultats en termes d'efficacité, de survie tumorale sans récidive. Et la plupart des solutions jusqu'ici n'ont pas fait la preuve de leur efficacité, même si au départ on a des raisons d'espérer. Quand on se met dans les situations cliniques, le bénéfice est très mince. C'est le cas de beaucoup de solutions. Maximilien, j'imagine que vous regardez toutes les autres recherches qui ont lieu. Est-ce qu'il y a des choses qui, en dehors de votre solution, vous semblent aussi porteuses d'espoir ? Parce qu'il n'y a pas une solution qui va traiter tous les patients, de toute façon. Oui, exactement ce que je disais. Il y a les différentes étapes. Donc, c'est vrai qu'on regarde l'immunothérapie. On a vu ce qu'on appelle les vaccins à cellules dendritiques qui pourrait être pertinent, mais il y a une complexité encore une fois de mise en œuvre, et donc on regarde ces choses-là qui arrivent justement à distance de la chirurgie. Donc on sait qu'on va pouvoir, nous, avoir des effets synergiques entre notre thérapie et les futures thérapies. Donc c'est encore plus intéressant justement de s'inscrire et d'avoir une visibilité sur ce qui se passe, parce que forcément, c'est la combinaison de ces approches qui vont améliorer la prise en charge. Parce que pour l'instant, le problème, c'est qu'on n'a pas de molécules qui vont suffisamment dans le cerveau en quantité importante. Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas ces molécules, ou est-ce que, enfin, pas ces molécules, la molécule chimique qui agirait spécifiquement sur ces cellules, ou est-ce qu'on n'a pas le moyen de les acheminer sans aller en neurochirurgie auparavant ? Alors, c'est une des particularités du cerveau, c'est qu'il existe quelque chose qui s'appelle la barrière hématologique.
hémato-encéphalique, c'est-à-dire que les vaisseaux sanguins qui apportent le sang illimité au cerveau ont une paroi assez étanche et qui ne laisse passer que certaines molécules. Et c'est un peu comme quand on rentre en boîte de nuit, il y a un videur qui vous dit « Non, toi tu rentres pas parce que tu n'as pas de raison d'être là ». Et donc en fait, la plupart des molécules de chimiothérapie ne pénètrent pas dans le cerveau. Donc elles restent dans les vaisseaux, mais elles ne rentrent pas. Alors quand les tumeurs sont très vascularisées, comme le glioblastome au niveau du centre, la chimiothérapie pénètre. Mais pour ces cellules infiltrantes, la chimiothérapie ne va pas y pénétrer, donc elle ne va pas être efficace. Et c'est le cas de beaucoup de solutions qui sont proposées, donc il faut trouver d'autres vecteurs. Et quand vous parlez d'autres vecteurs, moi je pense à thérapie génique. Est-ce qu'il y a des recherches? Est-ce qu'on peut trouver des vecteurs justement susceptibles d'amener des solutions dans la tumeur, dans le cerveau? Alors, moi, j'ai pas de solution comme ça qui me vient à l'esprit sur la thérapie génique. Par contre, il y a une autre start-up française qui s'appelle Cartera qui développe par exemple des systèmes d'ouverture de la barrière hémato-encéphalique. Donc qui va dialoguer avec le videur. Et donc en fait le principe c'est d'avoir un dispositif médical implanté qui va ouvrir par un mécanisme ultrasonore, qui va ouvrir la barrière hémato-encéphalique temporairement, le temps de laisser passer les molécules qu'on aimerait voir arriver jusqu'à la tumeur. Donc c'est une des voies. Pareil, hein, donc c'est un autre temps de la prise en charge du patient, qui est ce qu'on appelle le temps adjuvant, après la radiothérapie. Et donc voilà, ça paraît pertinent d'avoir ces chimiothérapies de maintenance associées à une ouverture de la barrière hémato-encéphalique. C'est une des voies également d'investigation. Donc c'en est une. Après, on parle des nanoparticules. Voilà, il y a plus ces sujets-là. Parce que là, c'est tout petit, donc là, normalement, voilà. Ça doit devoir passer. Voilà, et donc il y a des nanoparticules qui vont avoir pour objet, par exemple, là il y a une autre start-up française aussi, Nanobiotics, qui travaille sur ces sujets-là, qui va avoir pour effet de décupler l'effet de la radiothérapie. Donc on a des voies aussi expérimentales sur. Donc on a des voies d'espoir. Hélène, on va peut-être prendre quelques questions. Absolument, Anne. Donc comme vous êtes très nombreux, je vous demanderai des questions courtes et des réponses courtes si possible. Donc n'hésitez pas à lever la main de ce côté. Oui. Oui, il y a une personne au premier On vous écoute. On vous écoute. Ma question s'adresse à Monsieur Maximilien. Je voudrais savoir comment procède et quel est l'intérêt de la lumière dans votre processus. Alors, comment on procède le chirurgien va disposer d'outils spécifiques adaptés au bloc opératoire et à son usage. Et donc, on va avoir un système de ballonnet qui va se mettre en place dans la cavité opératoire, à la place de la tumeur, littéralement. Et ce ballonnet va fonctionner à la manière d'une ampoule. Et donc, va diffuser la lumière de façon homogène tout autour de la cavité opératoire et activer cette molécule. Cette molécule a un pouvoir photosensible, c'est-à-dire que on va avoir un effet photochimique. L'absorption de la lumière, c'est une dose d'énergie. Et donc cette dose d'énergie va convertir en quelque sorte la molécule qui va être derrière amenée à détruire la cellule. Donc c'est un booster, la lumière C'est un booster, demande madame. C'est un convertisseur. Parce que la molécule seule n'a pas d'impact, c'est vraiment l'effet combiné de la lumière qui va détruire. Et comme cette molécule n'apparaît pas ailleurs dans les cellules saines, c'est là où on a cet effet sélectif. Merci beaucoup. Alors on va prendre la question de madame, on vous écoute. Oui. Moi, c'est juste pour savoir si c'est possible, je m'adresse au professeur, si c'est possible d'opérer un cancer du cerveau avec le laser. Merci, madame. Alors, souvent, ce qu'on appelle le laser, c'est de la radiothérapie. C'est une radiothérapie focalisée, mais aujourd'hui, le laser, c'est une lumière qui va chauffer. Vous pouvez parler dans le micro, s'il vous plaît. Donc le laser, c'est souvent de la radiothérapie, c'est pas réellement du laser. Le laser, en général, c'est utilisé pour chauffer ou détruire, faire des trous. Il n'y a pas d'utilisation particulière dans le cerveau aujourd'hui, en dehors de quelques études qui qui placent à l'intérieur de la tumeur une fibre laser pour chauffer et détruire par la température. Mais c'est en général pas ça qu'on utilise. Ce que vous appelez probablement le laser, c'est de la radiothérapie focalisée. Donc oui, ça peut s'envisager plutôt dans les métastases que dans les gliomes. Merci beaucoup. On va prendre... Alors, il y a deux questions, voilà, de ce côté-là. Oui, bonjour. Je m'adresse à Maximilien Vernandel. J'aurais aimé savoir si votre protocole était réalisable après une opération du cerveau, une tumeur. Alors, merci, parce que ça me donne l'occasion
d'éclaircir et voilà, plus que le thème c'était des raisons d'espérer, de rappeler un peu notre processus de développement. Donc là, on a une phase de recherche clinique qui va à nouveau être initiée courant 2025, donc ce qu'on appelle une phase 2. Et aujourd'hui, on travaille sur la possibilité de traiter les gens nouvellement diagnostiqués, les patients nouvellement diagnostiqués. Donc on va dire que c'est le cadre réglementaire avant de pouvoir disposer du... Et les anciens, excusez-moi. Et j'y viens. Ouais. Et donc, justement, sur les récidives, alors déjà, il y a le contexte de la capacité la possibilité d'opérer les récidives, et donc ça, je laisserai peut-être le professeur préciser, mais effectivement, certains cas sont réopérables, et on envisage aussi de pouvoir inclure notre solution dans la prise en charge de la récidive, effectivement. Donc, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est seulement en phase de développement clinique, on n'a pas d'autorisation de mise sur le marché, et donc on ne peut pas encore évaluer le potentiel dans la récidive. Mais c'est en projet, c'est quelque chose qu'on souhaite faire. D'accord. Et je voulais vous demander aussi comment on peut savoir la création de toutes ces startups qui pourraient améliorer le traitement. Comment on peut savoir ça? Alors, oui, vous m'avez parlé de beaucoup de startups, mais on n'est pas au courant. Et je suis concernée par le problème, donc voilà, pas moi personnellement, mais quelqu'un de mon entourage. Ben, après, malheureusement, il n'y a pas de panorama qui est fait facilement sur ce qui existe sur cette maladie en particulier. Et malheureusement, il n'y en a pas tant que ça finalement. Donc, je crois que je les ai toutes citées quasiment. Donc ça, je pourrais refaire une communication sur ce sujet-là. Mais après, c'est des sites français, européens, américains où on va voir les essais cliniques en cours. Et qui vont les essais cliniques en cours qui proposent le recrutement à des patients. Mais malheureusement, à part suivre les startups. Alors si je peux rajouter quelque chose, il y a d'autres startups. Une startup niçoise qui a été créée justement sur une autre stratégie thérapeutique qui est de ne pas tuer les cellules, mais en fait de les rendre plus accessibles ou plus sensibles à la chimiothérapie, qui s'appelle Virtu Therapeutics. Ils sont dans la salle, donc je les salue. On a travaillé avec eux sur cette stratégie-là. Donc il y a des efforts qui sont faits, il y a des gens qui essaient d'y travailler. C'est une maladie qui est très très difficile parce que très complexe. C'est une tumeur qui est très complexe, qui change de visage en permanence, qui s'adapte à ce qu'on va lui envoyer comme traitement tueur. Donc c'est difficile pour arriver à une efficacité, mais les efforts sont là en tout cas. Merci et bravo. On vous applaudit une nouvelle fois. Merci, vraiment. Et on se retrouve donc dans quelques minutes pour notre prochaine table ronde qui sera consacrée à la voix, ce qu'elle dit de nous et comment l'améliorer. Donc à tout de suite, merci à vous.